l'ordre du jour sera de discuter de pourquoi la résistance est inévitable, donc l'impact sur la dynamique des équipes et les résultats, les sources de friction, comment on gère comment est-ce qu'on repère et gère les comportements difficiles. Ensuite, les stratégies pour renforcer la collaboration avec des exemples concrets pour valoriser vos meilleurs éléments et fixer des limites claires. Et ensuite, économiser le temps et l'énergie. Donc, des techniques pratiques pour optimiser votre rôle de gestionnaire. Et enfin, des échanges et des partages d'expériences. Merci Véronique, merci tout le monde. Écoutez, pour moi, c'est la deuxième fois qu'on fait ça en 3 semaines. C'est une façon nouvelle de faire. On est en train de faire nos classes. Je suis habitué d'être en présence avec les gens, de sentir l'émotion, de faire des petits dessins. Là, je me sens un peu limité dans ce que je peux faire, mais ça ne va pas empêcher d'avoir de l'humour quand même. Je relisais tantôt le titre « Comment gérer la résistance au sein des équipes », puis je pense qu'on devait changer pour « En quoi c'est important de gérer la résistance ». Souvent, au niveau de la gestion, on a une espèce de locus externe, il y a un problème extérieur, on veut régler le problème extérieur parce que dans la géopolitique du travail, il faut régler le problème, puis il y a des pressions là-dessus. Mais on ne se pose pas souvent la question sur comment se sent la personne qui doit faire ça. Et les ateliers qu'on amène, c'est vraiment pour dire le gestionnaire, quand il pose un geste, pourquoi il faut qu'il pose, mais pourquoi il faut qu'il pose pour sa propre santé, son propre équilibre, son propre intérieur, puis être bien dedans. Puis des fois, il y a des situations qui sont difficiles, puis j'ai pas nécessairement le goût de le faire, mais de comprendre pourquoi il faut le faire, puis en quoi c'est bien pour nous comme personne de le faire, parce que de ça nous dégage. Marc a mis le doigt dessus tantôt, on passe beaucoup trop de temps à gérer, tenter de gérer et comprendre les personnes qui ne fonctionnent pas, puis à un moment donné, il faut prendre une décision. Donc, en quoi c'est crucial? Bien là, on va regarder un peu, c'est quoi l'idée, j'ai ajouté ça ce matin, c'est gagner en qualité de temps, réduire le stress, mais c'est quoi ma qualité de temps? Je suis au travail, je fais un boulot, je sors de la journée, je suis frustré, je suis au travail, je fais un boulot, je sors de la journée et c'était le fun. Bien, c'est 2 mondes différents. Puis en fin de carrière, ça crée 2 choses différentes aussi. Il y a 3 semaines qu'on a parlé de l'incertitude. On disait qu'en fin de vie, avec Erickson, il y a des gens qui finissent leur vie de façon amère, puis il y en a d'autres qui finissent leur vie en ayant l'impression d'avoir accompli quelque chose. Puis nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des gens qui sortent et qui sont fiers de ce qu'ils ont fait, non pas amers, j'ai fait 40 ans de quelque chose, puis ça ne servait à rien. Donc, il y a des comportements, puis c'est un comportement sur gestionnaire, mais il y a un comportement aussi sur la dynamique de l'équipe. En termes de préambule, parce qu'il y a des choses qu'il faut mettre de l'avance, puis ça, Marc va connaître ça. Je vais répéter ça, cette affaire-là, je ne sais pas combien de fois. Peu importe qui on est, puis peu importe ce qu'on fait, qu'on gère une compagnie minière de 1000 employés, qu'on gère un centre de petite enfance, qu'on gère une boulangerie, ou qu'on veut partir en voyage, puis planifier son voyage, peu importe, chaque projet demande 3 choses. Peu importe ce qu'on fait, ça demande toujours 3 choses. Puis là, je vais faire à l'envers un peu. Ça demande de l'avoir. L'avoir, c'est quoi? Dans l'idée, on dit assets, ça demande de l'argent, ça demande des moyens, ça demande des outils, ça demande de connaître des gens qui ont des expertises. Souvent, les gens ils veulent passer en affaires, ils disent « j'ai pas d'argent ». Mais il n'y a pas juste l'argent. Qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce que tu peux avancer? Qu'est-ce qui peut contribuer? Ça demande l'énergie aussi. Hein? Quelqu'un qui veut partir en vacances puis qui a la batterie à plat, bien, les vacances vont être plates. Fait qu'en quelque part, ça prend l'énergie. Régler un problème, ça prend l'énergie. Les employés difficiles, on sait que ça va nous siphonner de l'énergie aussi, mais il faut en avoir. Si j'en ai pas, ça va être difficile. La beauté avec l'avoir, le assets, on perd un pneu, on perd 2 piastres, on perd 1 million, on sait comment faire, on va en chercher d'autres. C'est renouvelable. L'énergie, on est fatigué. Yves, tantôt, disait, il a passé un bout de rough. Ben, on passe un bout de rough, à un moment donné, on fait le plein d'énergie, puis on passe à autre chose. On peut remplir la pile. Mais avec le temps, c'est non renouvelable. Puis on a un contexte dans le monde occidental où le temps est linéaire. On a l'impression que c'est infini, on a l'impression que ça ne finit pas. On a l'impression que c'est renouvelable, mais ça ne l'est pas. Et en fin de journée, ben, on se rend compte que le temps a passé, puis tout d'un coup, on a 60 ans, tout d'un coup, on a 70 ans, puis ça ne revient pas. Si je perds 3 jours avec un employé, j'ai perdu 3 jours avec un employé, son travail, puis le mien n'a servi à rien. Il n'y a pas de plus-value à ça. Donc, le contexte ici, c'est de dire comment on fait pour sauver du temps, mais un temps précieux pour faire les bonnes affaires et non pas perdre du temps à faire un paquet d'affaires répétitives qui vont nulle part. Et ça, je pense qu'on a entendu dans le passé, le temps, c'est de l'argent. Et puis ça, c'était la chaîne de montage, Taylor et compagnie. Mais maintenant, la richesse, c'est d'avoir du temps. La richesse, c'est d'avoir du temps de qualité. Et ça, on devrait préserver ça. Puis d'arrêter de faire des choses répétitives qui font mal,
pour perdre du temps à ne pas régler quelque chose. Tu viens de le casser. Des fois, ça fait mal de mettre quelqu'un à porte, mais le problème est réglé. On passe à autre chose. Puis là, je caricature un peu en disant ça. Là. Alors ça, c'est le TEA ou le thé, si vous voulez, votre tasse de thé. Et l'autre truc, si on veut sauver du temps de qualité, il faut comprendre nous autres mêmes comme personne. Et là, à un moment donné, j'étais en Inde, à Calcutta, à visiter un temple qui s'appelle Belurmat. J'étais avec un guide qui s'appelle Shekhar Ghosh, un bonhomme très sympathique, puis qui me dit tout d'un coup, il dit, connais-tu les 3 T de la vie? Je dis non, c'est quoi ça? Ben, il dit, la vie va t'envoyer des tests. Puis ça, je pense qu'on sait de quoi on parle. On a tous vécu des tests dans nos vies, là, personnels, professionnels, autres. Et le test est là pour nous montrer quelque chose, apprendre quelque chose. Puis là, il dit, dépendamment de ton tempérament, mais tu vas avoir une réaction X, Y ou Z au test. Puis là, c'est que chaque personne va répondre à un test de façon à ce qu'il est, puis tu sens. Et si tu n'apprends pas du test, puis tu réponds avec ton tempérament, bien, le test va revenir jusqu'à temps que tu changes ta façon de voir ou de comprendre parce que tu n'as pas saisi, fait que tu répètes la même chose de patente. Fait qu'en bout de ligne, ce qui est important, c'est le fine-tuning. T'arrêtes, tu regardes le test, tu regardes comment tu réagis, puis là, tu dis, OK, je peux-tu faire ça autrement? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai-tu besoin d'avoir de l'information, du coaching, un dessin, je ne sais pas trop. Ça peut aider. Mais souvent, on est tellement pogné par vite qu'on règle le problème, puis on ne prend pas le temps de prendre du recul, de regarder ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, on n'a pas fait du fine-tuning, on n'est pas allé chercher un outil supplémentaire, le test va revenir, puis on va y revenir de la même façon, puis on va tourner en rond. Et là, on s'en va sur les clients, les employés difficiles. Si on ne fait pas de fine-tuning, on répond toujours la même façon. Le problème va toujours revenir, on va répéter, puis on s'enlise dans le problème. Donc, pour moi, ce qui est important avec ce qu'on va regarder, c'est comment je fais pour faire du fine-tuning pour avoir du temps de qualité. Pour moi. Le client difficile, c'est une autre histoire. Donc, on arrive à la matrice. Puis dans la matrice que je vous présente, il y en a une autre qui dit il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui ne peuvent pas. Moi, je prends pour acquis que quand vous avez des employés, ils peuvent. Ils ont été vus en sélection, ils ont été choisis sur un CV, ils ont fait l'école, ils ont des compétences, ils ont du bagage. Habituellement, à moins d'être fou un peu, on va embaucher des gens qui sont compétents et qui sont capables de faire le job. Ensuite, dans l'attitude, c'est autre chose. Et là, quand on regarde les équipes, et ça, c'est partout pareil, peu importe que ce soit une équipe de 10 ou de 2000, on a la même affaire. Si on regarde en haut à droite, on a les as, ce que j'appelle les as. On a des gens qui sont compétents, qui savent ce qu'ils veulent, qui connaissent leur job, qui ont de l'initiative, qui demandent très peu de supervision. Souvent, ils vont arriver en mode solution. On a des gens en tête comme ça. Les seconds, souvent, c'est des plus jeunes qui rentrent, qui ont du bagou, qui ont la formation, qui savent comment faire, qui sont intéressés, qui sont motivés, mais qui manquent d'expérience. Alors ça, c'est les jeunes qu'on veut influencer, contaminer de façon positive. Souvent, on va les jumeler avec les as, puis on va faire du mentorat, on va faire du coaching avec eux autres. Et là, on tombe dans les buffs. Marc, un buff, c'est quoi pour toi? Ben, il n'y a pas d'impact. Là. Il change, il est là, il est disponible, il est présent, mais il n'y a pas d'influence sur les résultats. C'est un touriste, là, il observe, puis il ne se passe pas grand-chose. Bon, tu viens de faire. Peut-être tu viens de faire notre. C'est ça. Alors, tu sais, on va voir comme un able body, mais il pourrait ne pas être là, puis ça ne changera pas grand-chose. Souvent, c'est des gens qui vont être vraiment à la lettre, ils vont faire la description de tâches, ils vont cocher la case, ils ne mettent pas plus de jus qu'il faut. Si jamais on dit quelque chose, on va dire, ben, tu ne me l'as pas dit, c'est pas de ma faute. On va faire la déflexion comme ça. Fait que c'est lourd à porter, puis en même temps, ben, il ne cause pas trop de trouble. Et là, on arrive avec les TC. Et je te pose la question, c'est quoi un TC? Un TC, ben, c'est quelqu'un qui s'oppose. Je vois quelqu'un qui s'oppose au changement, qui est tout le temps en opposition. Il y a ses idées. Il y a des œillères, mettons. Puis Okay. ça a tout le temps marché de même, puis ça marche bien. Pourquoi qu'on changerait? Puis c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert. Hein. Ouais, on a de la résistance. Ça c'est souvent le terme québécois. C'est pour ça qu'on écrit TC, ça suscite l'imagination. Puis on les voit rapidement dans la tête. Hein. Il y en a un ou deux ou trois sur le plancher de ça, ces Moses-là, ça peut disparaître. Puis des fois, il peut y avoir mais ils sont en train de les écouter, peut-être qu'ils ont des bonnes idées, mais ils ne savent pas comment les passer. Mais pour moi, un TC,
même si ça évoque tout le cul, c'est troubles de comportement. Ils ont des troubles de comportement. Ils savent la job, sont compétents, sont formés. En santé et sécurité, ils nous cassent la tête parce que Moses, il ne porte pas son casque 2, il ne porte pas son casque 2, il ne porte pas son casque 2. Puis on dit, pourquoi tu ne me parles pas? Ouais, mais c'est mon meilleur. Et là, on tombe dans ce piège-là. Il fait super bien la job, mais il fait chier en même temps. Alors ça, c'est les troubles de comportement, puis il faut adresser le comportement. Ça, c'est pas pire. Quand on tombe avec les TOP, là, on tombe dans autre chose. Les troubles d'opposition-provocation. Et ça, c'est répertorié dans le DSM-5, c'est une condition psychologique. Les gens sont comme ça, j'en ai vu l'année passée en Beauce, et mon Dieu que ça nous a fait pédaler. Et c'est des gens qui sont toujours une espèce de gérant d'estrade. Moi, ta plage, j'avais fait ci, ça a dû être fait de même, puis ils ont toujours quelque chose de mieux. Ils font pas leur job, mais ils vous disent comment faire la vôtre, puis ils sont toujours en résistance. Puis le pire de ça, c'est qu'ils entraînent du monde avec eux autres. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut travailler. Donc, on en a 4. Les As sont vraiment bons. C'est le top tier, qu'on va dire. Hein. Les seconds, les BOF et les TC. Et là, Marc, tantôt, il disait qu'il avait hésité dans les questions, dans les réponses, à savoir si on met beaucoup de temps là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe si on met du temps sur les TC, selon vous? Est-ce qu'on règle le problème? Ben non. Non, pourquoi? Parce que tu ne te concentres pas sur la bonne affaire. Hein. Les autres ne t'apportent rien. Concentre-toi sur des gens qui vont avoir une valeur ajoutée dans ton projet. Là. Et on vient sur la valeur ajoutée, non pas les fantômes qui se promènent sur le plancher. Et est-ce qu'il y en a ici qui se souviennent, moi je suis plus vieux, là, mais qui se souviennent du jeu les échelles puis les serpents? Mm. Ouais, moi j'aimais bien ça. J'aimais bien ça, ce jeu-là, quand j'étais petit. Là. Pas le Parchésie, ça? Non. Regarde, okay. ça ressemble à ça. Hein? Ouais, OK. Mais la seule chose avec les autres, c'est que, tu sais, le 80-20, le 80%, là, tu l'as avec eux autres. Tu sais, souvent, ils sont très compétents tu sais, ils sont assidus, tu sais, ils font plein de comme le travail, ils font bien. C'est lorsque tu essaies d'apporter de l'amélioration à leur travail ou une petite correction que là, le comportement embarque. C'est là, je trouve, que ça devient tricky. Ben, je vais y aller au 80-20, c'est pour ça qu'on parle de Pareto, mais en même temps, même s'ils font bien leur travail, s'ils le font avec la mauvaise attitude, ça envoie un climat toxique. Puis ça démobilise les autres. C'est ça qu'il faut adresser. Pas tellement, oui, la job est faite, fine, pas de problème, mais le climat. Puis à un moment donné, il faut que tu te préoccupes. Tout le monde est sur une chaîne de montage. Moi, je me souviens dans le textile à l'époque, il y avait 3000 employés sur le plancher, puis ils ne se parlaient pas, ils faisaient trop de bruit, ils font leur job, tu ne te poses pas de questions. Mais aujourd'hui, on a besoin que les équipes soient en synergie, que les gens travaillent ensemble, puis qu'il y ait une bonne influence les uns les autres. Alors, surtout dans votre milieu. Alors, quand tu regardes, oui. Ils prennent ton temps, puis ils challenge ton leadership devant l'équipe. Constamment. Puis moi, souvent, quand je ne sais pas si tu te souviens, on avait déjà parlé, mais la psychologie canine, à un moment donné, il faut que tu montes au pitou ou dans quel coin faire pipi, là. Puis sinon, il va te challenger. C'est aussi simple que ça. Alors, les échelles, les serpents, c'est assez simple. Si je mets tout mon temps sur les TC en bas, puis ça, c'est souvent ça qui va arriver, j'ai une petite poignée qui va absorber mon temps, je vais mettre 80% de mon énergie là-dessus pour 20% de résultats. Mais les gens qui sont en haut, à un moment donné, ils vont perdre, ils vont se démotiver. Pourquoi moi, je me fais en 4 quand je n'ai pas de feedback ou très peu de feedback ou de peu de considération, puis et là, à un moment donné, ça se met à glisser. Les as, ils se démobilisent, ils sont un peu moins performants, et là, on va voir que ça glisse. Mais si je mets mon temps en haut sur les as, puis je mets 80% de mon temps là à aller faire du développement de talent, à aller superviser, à faire avancer les projets, ben là, les seconds vont trouver ça intéressant, puis ils vont vouloir pousser là-dessus. Puis si mes seconds bougent, ben, ça fait un trou, les bas vont vouloir monter aussi. Vous allez qu'est-ce qui se passe là? Si jamais vous allez voir The Horse Whisperer, c'est un peu ça qu'il fait aussi. Là. Il ne s'occupe pas du cheval, il s'en va quelque part, puis le cheval vient voir qu'est-ce qui se passe à un moment donné. La nature humaine est pareille. Là. Alors, si tout d'un coup, je ne mets plus d'attention sur mes TC, les TC, c'est comme des bébites à sucre, c'est des bébites à attention. Alors, si tout d'un coup, je ne mets plus d'attention là, ils vont avoir un craving pour l'attention. Ils vont voir ça. Et là, ils vont se mettre à faire des choses qui risquent de se péturer tout ça dans le coin. Et là, je peux intervenir là-dessus. Okay? Alors, les TC, ce qu'il faut faire, bien souvent, c'est le moins de temps possible, avec un cadre très précis. Voici comment on fait, voici le résultat, il n'y a pas d'excuses, pourquoi ça n'a pas fait, on revient là-dessus. Mais on met le temps en haut. Alors, essentiellement, c'est comme ça. Et là, on vient sur la loi de Pareto dont Joanne parlait.
la tendance typique des gens, parce qu'on est en mode réaction, dans l'écosystème dans lequel on est, on se dit il y a un problème avec les faut le régler. On met beaucoup de temps sur les gens qui nous siphonnent du temps, qui vont nuire au climat de travail. Et ça fait que ça démobilise. L'important là-dedans pour soi et pour les autres, c'est de rallouer ces efforts-là vers les gens qui sont en haut. Puis ça revient à ce que disait Marc tantôt, c'est là qu'on assume son leadership. Maintenant, tenez-vous bien. Quand je fais ça avec les superviseurs, puis là, je me fais vraiment pas d'amis, là, OK? Je me souviens, pour ceux qui s'en souviennent, là, de Robert Rodet, je l'avais challengé un peu là-dessus à un moment donné. J'ai dit, ça se peut-tu que quand je suis en bas à droite, à prendre soin de mes TC, puis à mettre bien du temps puis bien d'énergie là-dessus, ça devienne une excuse pour ma contre-performance personnelle de gestionnaire. Parce que j'ai une excuse de ne pas avoir atteint mon objectif. J'ai une excuse de ne pas avoir fait ci. J'ai une excuse de faire ça parce que j'ai du monde qui ne fonctionne pas. Et là, les superviseurs, quand je fais ça avec eux autres, ils veulent m'arracher la tête là, parce que je les challenge dans leur leadership, justement. Est-ce que tu te sers de la personne qui ne pas sur ton plancher pour excuser ton manque de leadership? Et là, on les pousse là-dessus. Fait qu'arrête de mettre le focus là-dessus. Il y en a un sur 10 de temps en temps qui mord à l'hameçon. C'est le fun à voir aller quand ils font ça. Là. Mais chose certaine, c'est qu'il faut que je me pose la question. Si je passe mon temps là-dessus, si c'est le temps là, puis c'est tout encore là, puis ça perpétue, il y a une dynamique, là, et j'en fais partie de cette dynamique-là. Donc, il faut prendre le recul pour soi-même, puis dire comment je fais pour sortir de ça, mettre mon énergie en haut, puis déléguer en dessous l'encadrement qui vient avec ça. Mais je pense que pour les superviseurs, oui. Ce qui peut arriver, ce que j'ai déjà vu, Guy, c'est oui. que le superviseur pense que s'il convertit ce mec-là, oui. là, il va avoir la paix puis l'harmonie dans l'équipe, tout va être beau. Là. Mais inconsciemment, c'est ce qu'il pense, là, ou oui. consciemment. Oui. Et c'est dur parce que souvent, ces gens-là, tu ne pourras pas les changer. Fait que t'es mieux de travailler, comme tu dis, sur les autres, là, puis de les tirer au lieu de... En tout cas, j'aime le terme que tu utilises de convertir, parce que c'est comme si un est correct puis l'autre l'est pas, puis il faut que je t'amène de mon bord, alors que c'est pas ça. L'autre, plus tu vas essayer de le convertir, plus tu vas se mettre en résistance. Oui. Parce que tu vas être sur le comportement, puis là, il faut aller à la nature même de la personne sur qu'est-ce qui fait sens, puis on ne va pas avoir cette conversation-là. Puis il y a des gens avec qui tu dis, mané, regarde, ça ne marche pas. Il n'y a pas de fit. Ça, il faut comprendre ça aussi. Il n'y a pas de fit, ça ne marche pas. Et là, on passe à autre chose. Mais tu as raison, on dirait qu'on se donne la mission de sauver tout le monde. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va tenter de réduire le temps consacré aux employés qui sont perturbateurs. Ça ne veut pas dire qu'on les laisse aller, il faut les encadrer, il faut mettre un cadre clair. On dit, ben voici ce qu'il y a à faire, puis c'est pas compliqué, c'est 1, 2, 3, ça prend tant de dates. Ça, en criminologie, il y a un terme qui s'appelle l'imitation stricte, avec les détenus qui s'amusent à connaître plus la loi que les avocats, puis essaient de prendre les avocats de travers, puis ils argumentent tout le temps. C'est ce qu'il faut. Alors, il faut vraiment mettre le cadre très serré, dire 1, 2, 3 résultats, 1, 2, 3 résultats, puis on s'en tient à ça. Puis si tu passes à côté, voici les conséquences. Le mot-clé ici, par contre, c'est conséquences. Il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y ait un cadre de conséquences, puis il faut les appliquer, no matter what. Valoriser les meilleures performances. Ça, partout, j'ai vu ça. Il y a des gens qui le font naturellement, il y a des gens qui ont de la difficulté. On prend pour acquis souvent que ceux qui fonctionnent bien, je reprends le thème de Marc, on n'a pas besoin de les convertir, ils sont convertis et qu'on les laisse aller. Mais on peut perdre, les gens à un moment donné, s'ils se sentent désabusés, on va aller voir ailleurs. On peut perdre du capital humain qui est vraiment important. Puis, quand on fait le shift de prendre soin de ceux qui fonctionnent bien pour propulser vers le futur plutôt que d'essayer de convertir ceux qui ne marchent pas, ça change le statut du leadership de la personne qui fait ça, mais ça change aussi la collectivité et la culture de l'entreprise. C'est comme ça qu'on peut le faire. Donc ça, c'est intéressant à voir, mais il faut vraiment prendre conscience que plus je mets du temps sur les personnes qui ne fonctionnent pas, plus je me fais mal comme personne, plus je me fais mal comme leader, plus je fais mal à mon équipe aussi. Donc, il faut être clair là-dessus. Puis ça, c'est pas toujours évident à faire. Donc, on pourrait parler ici de la résistance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut identifier les causes profondes, puis vraiment clairement, de façon, comment je dirais donc, de façon clinique, quasiment. Définir les attentes des gens, mettre des limites, c'est ce que je disais tantôt, limitation stricte, valoriser les meilleures performances, favoriser un dialogue entre les gens eux-mêmes, puis amener justement à régler ça. À la toute fin, ce qu'il peut y avoir aussi, ça, Marc m'a déjà entendu dire ça, c'est parler de sortie élégante. Donc, là, on a quelqu'un qui ne fonctionne vraiment pas. On dit, écoute, là, on est rendu au bout, il n'y a pas de fit, on va arrêter de se faire mal mutuellement. Ça, c'est quoi une sortie élégante? C'est quoi le package qui nous convient?
Puis la personne va être peut-être meilleure ailleurs, va peut-être fonctionner ailleurs. Puis si j'en prends soin dans sa sortie, ben, ça peut devenir un ambassadeur qui va parler de nous autres. On ne sait pas, on n'a pas de contact. Mais il ne faut pas avoir peur de dire, à un moment donné, il y a une fin à quelque chose. Parce qu'on ne peut pas, justement, comme disait Marc tantôt, on ne peut pas convertir ce monde. Alors, essentiellement, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. On fait ça une demi-heure, c'est pas pire. Des questions, des commentaires, des réactions à tout ça, des préoccupations. Là, vous avez un pool de gens pas mal intéressants si vous voulez échanger. C'est ouvert.